venus. Tout d'abord, avant d'engager notre conférence avec Alain Frex, quelques informations. D'abord, éteindre le téléphone, hein, c'est la moindre des choses. Et aussi, on est désolé qu'on a dû annuler notre visite au camp d'Émile parce qu'on n'avait pas assez de participants. Mais au printemps prochain, on fera une sortie certainement aux carrières des Baux de Provence. Donc, voilà. Donc, la prochaine conférence, ça va faire surtout plaisir aux enseignants, mais pas que. Le thème, ce sera les services publics à la française par Gérard Asqueri, ancien secrétaire général de la FSU. C'est pour ça que j'ai dit ça fait plaisir aux enseignants parce que c'était quand même un grand syndicaliste qui a marqué quand même notre pays de son combat. Bon, je vais vous présenter rapidement Alain Frex. Il est né il y a... On va dire, je dirais pas l'âge. En terre catalane. Mais oui, il est jeune, mais c'est Raphaël Monticelli qui voulait que je dise l'âge, mais je ne le dirai pas. Et lui, donc à Nice, pas loin d'ici, d'une certaine façon, il vient voisin. Absolument. Je viens du port. Ah là, non, voilà. Donc on ne lui payera pas le déplacement. Alain Frex donc, vient donc, ce soir nous parler de poésie. Notons qu'il est d'abord poète. Et même s'il aime croiser les questions et les débats de la poésie avec ceux de la philosophie, et musarder entre les deux. Poète d'abord, Alain Frex est un fin connaisseur de la poésie de notre temps, sans doute l'un des poètes les plus au fait de l'actualité de la poésie, une encyclopédie poétique sur pattes. C'est Raphaël. Oui, c'est Raphaël. Pourrait-on dire, peu de recueils échappent en effet à son attention. Alain Frex est donc de ces poètes qui ne se contentent pas d'écrire de la poésie. Il est autant lecteur de la poésie des autres qu'attaché à développer sa création personnelle. Et j'en profite, il y a quelques ouvrages que vous pouvez acheter, présents dans cette salle. Lecteur infatigable donc de poésie, il rend compte de ses lectures et de ses découvertes en collaborant à de nombreuses revues comme Friche, ARPA, Lieu d'être, La SAP, Europe, etc. Dans cette même perspective, il tient régulièrement depuis de longues années la rubrique Poésie du quotidien L'Humanité. Il fut aussi chroniqueur de poésie pour l'hebdomadaire Le Patriote, auquel il continue de contribuer. Poète, lecteur des poètes et passeur de poésie, à ce titre de passeur, son activité ne se limite pas aux revues et journaux. Il était en effet vice-président du centre Jouet-Bousquet à Carcassonne, dont l'objectif est de faire connaître, lire et étudier ce poète majeur qui est Jouet-Bousquet. Qu'il est actif dans l'association Podio, qui a pour objet la défense et l'illustration de la poésie Avance, et au-delà, qu'il est cofondateur de l'association des Amis de Lamourier et qu'il dirige la collection Poésie des éditions Lamourier. Donc pour faire tout ça, quand même, il faut être jeune. Il faut le rester. Il faut le rester. J'ajouterai enfin que son œuvre a été reconnue par des prix comme le prix Roger Lucien Gérard, le prix Louis Guillaume ou le prix Edgar Mélitte. Ah, il dit c'est vieux, non. On va connaître ton âge, là. Quand on aura retenu cela, le portrait ne sera pas complet, mais on pourra situer Alain Frex et ses compétences dans le cadre de la conférence de ce soir et le remercier d'avoir répondu positivement à notre association et à notre sollicitation des Amis de la Liberté. Voilà, donc... Merci beaucoup. J'ai tout dit. La parole est de conférence. Probablement pas tout. Merci beaucoup. Bien, ben... Oui, il y a le micro, mais juste deux mots comme ça. Que les choses soient à peu près claires. Je vous invite pour à peu près à peine plus de 45 minutes, texte compris, texte de poésie compris, et ensuite toutes les questions que vous voudrez, auxquelles j'essaierai de répondre. Donc j'ai intitulé cette conférence « Pourquoi des poètes ?»
Il est vrai que la question s'impose de manière même redoutable, et d'autant plus redoutable aujourd'hui quand le cours du monde réserve de ces fractures qui souvent vous laissent sans voix, mots éteints, la pensée en déroute, alors que se lèvent ou se relèvent quelques monstres. D'autant plus redoutable que lorsque vous écrivez vous-même ce qu'on appelle de la poésie, ce qui donc est mon cas, eh bien vous vous trouvez directement mis en cause. La fonction de cette... Vous m'entendez bien? La fonction de cette question est critique. Et je pense qu'on sait ici, à la pensée critique, que critiquer, ce n'est pas détruire comme un loisir ou démolir, mais que c'est bien plus clarifier. Et que clarifier, c'est tenter forcément de rendre clair quelque chose qui apparaissait d'abord comme obscur. Et donc, clarifier aujourd'hui la présence des poètes, encore des poètes dans notre monde. Cette question, donc, pourquoi des poètes, est d'abord à replacer, je pense, très rapidement, dans son histoire. Donc une histoire de la poésie. En effet, elle provient d'un poème de Friedrich Hölderlin, romantique allemand. Alors je ne suis pas germaniste, mais j'ose le Usu Dichter. Voilà. Pourquoi des poètes? Et la citation se poursuit, le vers se poursuit dans l'hymne Pain et vin. Pourquoi des poètes? Et c'est là où les traductions diffèrent. Pourquoi des poètes en ce temps de manque? Pourquoi des poètes en ce temps de détresse? Pourquoi des poètes en temps de dénuement, d'indigence? Je vous ai montré un livre, donc c'est un livre qui a fait date, je crois. On y trouve je ne sais plus, une belle centaine de réponses de poètes, d'artistes. C'est Jean-Christophe Bailly qui a mené cette enquête, c'était en 1978, chez un éditeur qui s'appelait Le Soleil Noir. Cette question, donc, pourrait être la question même de la poésie. La poésie, quelle que soit sa forme, traduit finalement une tension de tout l'être vers une plénitude enjouée, ce que Rimbaud appelait la vraie vie, et dont il disait qu'elle était absente. Il parlait d'un Noël sur la terre. Or, le temps qui aujourd'hui la reçoit, et la recevait d'ailleurs, est dur. Rimbaud parlait de réalité rugueuse à étreindre. C'est un temps clos, hostile, sans résonance. Dès lors, comment les poètes se maintiennent-ils malgré l'éternel retour de la déception? Si tout temps est temps de manque, de quoi manque notre temps? Quelle serait la déception propre à notre temps? L'échec est-il consubstantiel à la pratique poétique? Et je me risquerais à dire, comme à celle de tout art, c'est une bien belle et terrible question. Mais nous ne la traiterons pas ce soir. Ce soir, nous poserons finalement la question apparemment simple. À quoi servent les poètes? Ont-ils une quelconque utilité aujourd'hui? À quoi bon des poètes? À quoi bon une telle parole dans le brouhaha, le tohu-bohu des informations permanentes et quotidiennes qui vont s'effaçant dans une actualité où tout présent se perd? À quoi bon une telle parole face aux violences diverses, celles des valeurs boursières, de l'argent roi, du chômage, des relations humaines toujours plus difficiles, des intégrismes religieux, de la folie des hommes quand ils libèrent tout l'inhumain entre eux? Pourquoi des poètes?
conviendrait peut-être au préalable de s'entendre sur ce mot. On va faire ça assez simplement. Poète, celui qui écrit des poèmes. Poème, Écrit par un poète. on va dire des pièces plus ou moins longues, des pièces de mots ouvertes sur un sens toujours à venir, des pièces prises dans l'histoire de la poésie comme genre, car la poésie a une histoire. Et enfin, poésie, eh bien, cela que fait les poètes, que font les poètes. Disons déjà donc comme par avance que ce que dit ce mot poésie pourrait bien occuper une position stratégique dans ce qu'on pourrait appeler une guerre secrète. Je vais faire référence encore à Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud parlait, à propos de la poésie, de ce combat spirituel aussi brutal que la bataille d'hommes. Cette guerre secrète que mènent donc les poètes, les artistes en général, je la qualifierais de guerre contre, puisqu'il faut bien essayer de lui donner un nom, contre Moloch, peut-être à cause d'un poète américain, d'un poète beatnik américain, Allen Ginsberg. Moloch, vous savez, c'est ce monstre de la Bible qui dévorait ses enfants. Moloch qui nous dévore, rabattant les individus sur eux-mêmes. Nos existences étant déterminées presque exclusivement par la domination des intérêts économiques et financiers sous le flux des images médiatiques. C'est qu'en effet, on va donner la parole à nos ennemis. Je ne vous dis pas de qui c'est, vous connaîtrez. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business. Soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. C'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ben, c'était le PDG de TF1 de l'époque, M. Lelay, dans un bel aveu, quelque chose de solide. Et donc c'est qu'en effet, tout ce qui est affaire de langue, tout ce qui est affaire d'image, est au cœur de nos vies d'hommes. C'est là où se joue la question de leur dignité, donc du sens, et au cœur du cœur, ce qu'on pourrait appeler le cœur de feu, il y a la poésie. Poésie, je voudrais qu'on entende ce mot au plus près de son origine grecque, au plus près du poiène, au plus près du faire. Le poète, le poétesse, c'est celui qui fait, c'est celui qui a la main sur la langue, celui qui met les mains dans le cambouis de la langue et éventuellement les pieds dans le plat de l'existence. S'il met la main sur la langue, c'est pour, après lavage, l'essorer, la tordre. Et ce, à sa main, à sa façon toujours singulière. Le grand poète de langue allemande, Paul Celan, écrivait dans une lettre à Hans Bender, peu importe ceci, « Le métier, c'est l'affaire des mains. Et ces mains, à leur tour, n'appartiennent qu'à un homme, c'est-à-dire à une âme unique et mortelle qui, avec sa voix et sans voix, cherche un chemin. Cela fonde une irréductible originalité,
une singularité avec un timbre, une manière de phraser, de rythmer, d'articuler qui va jusqu'à être à l'oreille reconnaissable. J'aime pour ma part tout particulièrement que Michel Butor, dans une de ses 5 leçons de poétique données en 1994 à la Villa Gilet à Lyon, Michel Butor, l'utilité poétique, 5 leçons, très pertinentes, eh bien, cite longuement un passage d'un texte pas très connu, un texte sur Shakespeare de Victor Hugo, dans lequel Victor Hugo dresse une liste de 95 noms, 95 poètes, de Linus à Lamartine, en passant par Voltaire, Diderot, Rabelais. Et là on se dit, mais quoi? Des prosateurs? Des prosateurs parmi les poètes? Eh oui, pour la raison que tout prosateur est susceptible dans son traitement de la langue d'apporter ce quelque chose que le poète d'autrefois apportait dans ses vers. Si bien que je vous propose d'entendre par poète quelqu'un, dans ce sens très général, quelqu'un comme un facteur de langue. J'aime bien le mot de facteur à cause de la musique. Comme facteur de langue, un artisan, le fabricateur d'un objet qui ne se ferme pas sur lui-même, mais qui vibre de tous ces mots, rayonne entre les lignes, brille du fond de ses images et projette sa lumière et sa chaleur autour de lui. Ce quelque chose est de l'ordre de la prosodie et de l'ordre du rythme, du ton. Il fait signe justement vers ce travail dans et sur la langue qui voit celui qui écrit la labourer, en remuer les mots, en fracturer parfois leur ordre syntaxique, brisant les clichés, ouvrant des brèches dans les tournures anciennes, rappelant de vieux mots perdus, faisant boiter parfois les formes fixes de la tradition, inventant d'autres usages pour les blancs, la ponctuation, etc. Si on rapporte la poésie au contexte général d'une culture de plus en plus soumise à la logique de la marchandise et du spectacle, on peut risquer aujourd'hui le mot de misère de la poésie. Il y aurait quelque chose comme une misère de la poésie. Excusez-moi, mais... Mes éditeurs que je salue, Jean Princival et Bernadette Griot, les éditeurs de Lamourier, dont je salue le courage, parlent volontiers d'un insignifiant économique. En effet, s'il existe des salons du livre ici ou là, s'il existe un marché de la poésie à Paris très couru, il n'y a pas de véritable marché au sens marchand du terme pour la poésie dont les ventes représentent, ça varie souvent, mais c'est toujours entre 0,2 et 0,3% du commerce du livre, du prix du commerce du livre. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment... Vous voyez également le peu de pages dans les journaux. Il est vrai, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, que le journal Humanité est un des rares à consacrer de temps à autre, au moins 4-5 fois par an, une pleine page si ce n'est plus, à la poésie et notre patriote Côte d'Azur également. Parfois, on pourrait se dire aussi, et voir le peu de monde aux lectures de poésie, être attentif à l'âge de ceux qui viennent écouter la poésie, et même si ces lectures se sont multipliées, on pourrait avoir quelques soucis. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cette misère de la poésie, entre guillemets, cette marginalité, n'est pas seulement de type économique ou politique,
j'en ai parlé, mais elle tient aussi aux difficultés que la poésie a aujourd'hui à se défaire des clichés qui entachent la représentation qu'on s'en fait. Une certaine mièvrerie, une certaine vieillerie, un certain sentimentalisme, ou alors plainte ou grandiloquence, surcroît d'obscurité, à des fins d'intimidation comme ça. Vous savez, Aragon parlait du stupéfiant image. Ça vous... Bon. Oui, mais alors ce serait le triomphe de ce qu'un poète contemporain, Jacques Roubaud, appelle d'un acronyme dont je vous donnerai le secret, la glane. Le triomphe de la glane. La glane propage l'idée que la poésie n'est qu'une effusion vague, une sorte d'écho de l'infini, qu'on aurait trempé comme ça dans un bol de spiritualité molle. C'est un peu glamour, la glane. Ben, je vous traduis le mot. Glane, grosse langue molle. Alors, vous pouvez inclure là-dedans la langue de bois, la langue chamallow, la langue muesli. Bref, vous la trouvez partout étalée, dans les journaux, à la télévision, les discours politiques, la vie courante. C'est un peu quelque chose qui vous colle comme ça aux dents et qui vous fait les lèvres un peu visqueuses. La glane est toujours quelque peu affaissée, oblique, moche. Je prendrai qu'un seul exemple, parce qu'il touche à la poésie, finalement. Vous savez, c'est cette expression, et parfois même, il faut se méfier de soi. C'est cette expression qu'on entend à tout bout de champ, à tout propos et hors de tout sens. Ah, ça, c'est surréaliste. Voilà comment un mouvement de révolte dans les arts, d'insoumission, porteur de merveilleux et d'amour fou, né dans l'effondrement des valeurs bourgeoises, qui s'était avéré incapable d'éviter la grande boucherie héroïque, comme disait Voltaire, de 14-18. Voilà comment ce mouvement-là devient synonyme d'absurde, de ridicule et même de ridiculement extravagant. Moi, je pense que j'y verrai une obscure intention quand même, obscure, de dénigrement qui n'a rien d'innocent. Je pense que la glane a toujours une visée politique ou esthétique. Parce que pleine de glane, les têtes sont vides. On a vu l'importance tout à l'heure, ce genre de choses. La glane est un obstacle majeur à ce que s'entende la voix de la poésie dans la conversation d'humain à humain qui fait l'humanité. Eh bien, à cela ne se résout pas la poésie. Alors la poésie se survit, désenchantée peut-être, mais elle persiste et insiste. L'insatisfaction. À quoi sert-elle donc? À rien. Peut-être. À rien de ce qu'on dit être important dans le monde. La poésie ne sert pas à gagner de l'argent, à être connu, à devenir chef, à réussir dans la vie, à arrêter les guerres, à faire reculer la faim dans le monde, à donner du pain, des vêtements, un logement, un travail à ceux qui n'en ont pas. Alors de cette inutilité-là, la tentation est grande d'y voir justement toute son utilité. Son utilité. Côté art pour art, supplément d'âme. Alors on dira que la poésie n'est pas dans son rôle quand elle s'efforce à être positive, à remédier à ceci ou à cela. Que son rôle et sa vertu résident dans le travail du négatif, inhérent à son entreprise de brouillage du sens et de mise à mal des usages conventionnels du langage.
qu'elle n'a pas à véhiculer de messages, fût-ce-t-il dénonciateurs, fût-ce-t-il subversifs, ainsi de ce qu'on a appelé la poésie engagée. On avait fait un très beau numéro du Patriote Côte d'Azur sur poésie et engagement. Ah, c'est ça. Vraiment très très longtemps. Il y a quelque temps. Cette poésie engagée qui n'a pas échappé au discours idéologique et à leur déroute. Peut-être que la poésie restait prisonnière d'une logique du sens, un sens tout près, antérieur à son expression. Alors même s'il y a du vrai dans tout cela, la question demeure de savoir si, à produire des formes inassimilables, on ne risque pas de s'enfermer dans une glorieuse solitude. Si l'on ne croit plus au pouvoir du langage de rejoindre les choses, les êtres et le monde, on héroïse certes le geste poétique, mais on finit par retrouver l'illusion romantique, la magie du verbe, censé nous donner accès à l'absolu. La subversion par la forme risque de n'être qu'une subversion pour la forme. À quoi bon la poésie si elle n'est qu'un jeu de langage? Belle fleur de serre stérile, simple jeu de l'intellect, belle coque décorative au mieux, mais vide. À quoi bon la poésie si la seule utilité est son inutilité? Comme on le clame ici ou là, y compris des gens qui se prétendent ses amis, et qui, pour la tirer hors de la fange de ce monde et la garder pure de toute dévastation, la disent inutile, croyant par là l'honorer. Qu'elle n'ait aucune place assignée dans l'univers de l'échange utilitaire ne signifie nullement qu'elle ne soit bonne à rien en général. Je reviens à Michel Butor, je reviens dans ses cours sur l'utilité poétique. J'aime personnellement que par-delà ceux pour qui la poésie est hors champ, pas même ennemi, pire, indifférent, ils règlent leur compte à ces faux amis dont je parlais, qui, la disant inutile, osent affirmer que c'est justement en cela qu'elle est vraiment utile. Vous avez là un magnifique paradoxe qu'on qualifiera de sophistique. Butor est plus sévère, il parle de paradoxe de supermarché. Moi j'ai mis un peu de philosophie. Oui, la poésie est utile, et justement pas pour de sophistiques raisons. Vous savez, les sophistes, ils n'ont pas disparu avec Platon. Juste deux mots, les sophistes étaient des philosophes comme ça, qui se promenaient sur le pourtour de la Méditerranée, qui allaient de ville en ville, comme ça, et qui disaient le matin, voilà, on va défendre 10 thèses. X. Mais on revient cet après-midi, on défie quiconque de nous prouver le contraire. On revient cet après-midi, on défendra les 10 thèses absolument inverses, Y, et on défie quiconque de nous prouver le contraire. Alors ces sophistes sont toujours là. On les reconnaît à quoi? On les reconnaît à ceux qui mettent tout sans dessus-dessous. Le bas en haut et le haut en bas. C'est-à-dire, là où doivent être les principes, on met les conséquences, et là où doivent être les conséquences, on met les principes. Finalement, c'est assez simple. Si vous vous demandez d'abord, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est ça. Donc c'est vrai. Le problème, c'est que l'utilité pourrait bien être une conséquence de la vérité, mais pas l'inverse. La sophistique, c'est de faire de l'utilité le principe, et de la vérité la conséquence. C'est parce que la poésie a à voir avec la vérité, peut-être pas toutes, mais des bouts de vérité. La vérité d'un monde en devenir, et des êtres qui y vivent, bien sûr,
travaille, aime, souffre et meurt à l'occasion, parce qu'elle s'efforce de donner image et nom, sans se voiler la face devant les trous noirs de la société, parce qu'elle accepte d'être envahie par le réel, de se confronter au grave de la réalité, à ses chiens crottés ou à ses veuves. J'utilise ces mots parce que je vais vous lire un texte de Baudelaire. C'est parce qu'il questionne la langue qui cherche à le dire, ce monde nu, tel quel, sans mensonge, qu'elle ne saurait être utile. C'est dans les petits poèmes en prose. Arrière la muse académique, je n'ai que faire de cette vieille bégueule. J'invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux, excepté les pauvres, dont ils sont les associés, et le poète qui les regarde d'un œil fraternel. Fille du chien bellâtre, de ce quadrupède danois, King Charles, Carlin ou Gredin, si enchanté de lui-même qu'il s'élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur, comme s'il était sûr de plaire, turbulent comme un enfant, sot comme une lorette, à moins qu'il ne soit insolent et hargneux comme un domestique. Fille surtout de ces serpents à quatre pattes, frissonnants et désœuvrés, qu'on nomme levrettes, et qui ne logent même pas à leur museau pointu assez de flair pour suivre la piste d'un ami, ni dans leur tête aplatie assez d'intelligence pour jouer au domino. À la niche, tous ces fatigants parasites, qu'ils retournent à leur niche, soyeuse et capitonnée. Je chante le chien crotté, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien saltimbanque, le chien dont l'instinct comme celui du pauvre, du bohémien et de l'histrion est merveilleusement aiguillonné par la nécessité, cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences. Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent, solitaires dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l'homme abandonné avec des yeux clignotants et spirituels, « Prends-moi avec toi, et de nos deux misères, nous ferons une espèce de bonheur. » Si le geste inaugural de la philosophie, c'est de s'installer dans le concept, dans l'élément du concept, après aporie et étonnement préalable, si vous voulez, on y reviendra. Ce qui suppose en tout cas une mise entre parenthèses, un arrachement à ce qui est de l'ordre du sentiment ou de la certitude sensible. La poésie, elle, s'installerait plutôt là où il y a du singulier, de la finitude, de la mort. Yves Bonnefoy posait cette question. Y a-t-il un concept d'un pas venant dans la nuit, d'un cri, de l'éboulement d'une pierre dans les broussailles, de l'impression que fait une maison vide? La poésie prend en charge ce réel-là. Elle va chercher à dire l'existence qui est en dehors du concept, même si elle n'y arrive jamais à en rejoindre la présence, parce que la présence est toujours passante, déjà passée, parce qu'elle fuit dans les mots, dans les images. d'Yves Bonnefoy, ce poème, il est dédié à sa fille, Mathilde, qui avait 8 ans. Tu me dis que tu aimes le mot ronce, et j'ai là l'occasion de te parler. Sentant revivre en toi, sans que tu le saches, cette ardeur qui fut toute ma vie. Mais je ne puis rien te répondre, car les mots ont ceci de cruel qu'ils se refusent à ceux qui les respectent et les aiment pour ce qu'ils pourraient être, non ce qu'ils sont.
Et ne me reste donc que des images, soit presque des énigmes, qui feraient que se détournerait, triste soudain, ton regard qui ne sait que l'évidence. C'est comme quand il pleut le matin, vois-tu, et qu'on va soulever l'étoffe de l'eau pour se risquer plus loin que la couleur, dans l'inconnu des flaques et des ombres. Le travail du poète est d'aller creuser, chercher du côté de ce qui dans l'existence n'est pas susceptible d'être ramené au concept, qui est une autre dimension de la personne, une autre façon d'envisager notre rapport au monde. Il ne se contente pas d'expérimenter je ne sais quelle forme impossible, mais il s'attache à ce que le prodige de l'existence, ces hasards, l'obscur, l'inconnu, la nuit, qui est dans le monde et en soi, passe dans ses formes. L'écriture poétique, je la vois comme attachée au poteau de l'existence pour en dire le vent, le grand vent. Ces lignes de Rainer Maria Rilke dans les cahiers de Malte Loris Bridge. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si possible une longue vie durant, et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comme volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, partant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfants, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se referment. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts dans la chambre, avec la fenêtre ouverte, et les bruits qui venaient par à coups. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Il y a ainsi, je pense qu'on le voit assez bien, une dimension éthique de la parole poétique. Je crois que c'est la condition pour qu'un poème ne sonne pas faux. Le travail du poète consiste à
à trouver des points de passage entre deux niveaux finalement qui ne sont pas homogènes, le verbal et l'existentiel. Sa question serait: quelle forme inventer qui réponde à la double exigence? D'un côté, celle éthique d'authenticité, et de l'autre, celle esthétique du sonner juste. À quoi bon des poètes quand on ne sait plus très bien où porter le regard? Tant tout change, prolifère dans notre monde. Tant tout va si improvisant, si métamorphosant, tant tout y va circulant. Les signes migrant d'un champ à un autre. Tant ils attaquent les frontières, ils liment les murs. La poésie n'est pas pour nous assurer, la poésie n'est pas pour nous rassurer, nous chanter quelques berceuses, nous distraire, nous divertir, oublier. Elle hésite au contraire, elle questionne, elle s'inquiète. Inquiétude heureuse face à la vie, au bouger de la vie, parce qu'on n'en a jamais fini avec l'inconnu. Les poètes ne nous donnent aucune clé pour ce monde, aucune cohérence à venir. Ils nous donnent plus, ils nous donnent plus et mieux. Ils nous donnent leur passion de l'étrange, de l'étranger, de l'autre. Leur question est la liberté pour chacun d'entre nous, et bien justement de lui en chercher une de cohérence. C'est donc une cohérence inquiète d'elle-même, cohérence qui ne se soutient que des questions qu'elle se pose. La poésie ne rend pas les gens plus heureux. Un peu plus humain, oui. Rendre quelqu'un plus humain, c'est à mon sens lui donner la capacité de pouvoir se ressaisir comme mise en question de sa propre existence. Pourquoi lire les poètes, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y a toujours plus à comprendre que les urgences ne sont pas là où on les croit, qu'elles sont dans le domaine de la langue et des lettres, comme si tout le reste passait par là. Pour cette raison, peut-être l'avez-vous entendu dans ma présentation de tout à l'heure, j'ai toujours cherché à lier à mon activité de création celle de transmission. Il y a à s'affronter au contemporain, sans oublier hier, sans oublier ce qu'hier peut apporter dans son choc avec l'aujourd'hui, ces survivances-là qui fécondent la dynamique de l'aujourd'hui. Mais il y a aussi à accueillir les survenances, les naissances imprévues, les arrivées surprenantes, les émergences du nouveau, les bifurcations possibles. On rencontre toujours dans une œuvre quelque chose qui pousse, quelque chose qu'on a du mal à reconnaître, mais quelque chose de nécessaire à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Transmettre, c'est mettre devant, porter au-delà vers l'autre, c'est passer, peut-être mieux, c'est laisser passer. C'est offrir aux autres les chemins d'une appropriation personnelle. S'approprier les poèmes. S'approprier les poèmes dans son espace intérieur, là où la ferveur est le soutien intime du vrai. Ainsi, on peut lui donner vie. Et donnant ainsi vie au poème, c'est à nous-mêmes que nous donnons vie. Je crois que les poètes n'ont jamais écrit que pour faire œuvre de vie. Les poèmes lancent leurs mots comme autant de sondes en direction des assises enfouies de notre présence sensible au monde. Les poèmes déploient leurs ondes entre son et sens, et dans cet entre-deux, leur ton vient taper sur la corde énigmatique du temps en nous tendu. Pas de message, pas d'enseignement doctrinaire,
Les poèmes ne sont pas des idées mises en vers, mais de la résonance. Ce qui fait que la vie a du sens y émerge. Et comme les poètes déclinent des versions du monde qui sont comme des esquisses d'un séjour humain plus authentique, alors de l'humain y émerge. On dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil. On se souvient peut-être des trois parcs, avec les fameuses fileuses, Cloto, Lacessis, Atropos. Les poètes, dans leurs œuvres, soit ajoutent des fils à la trame des jours, soit retendent ces fils, nous aidant à résister aux aliénations, à résister à ce qui nous défait, à ce qui défait lui-même en nous. La poésie a à voir avec la santé, une autre santé de l'existence, quelque chose comme une source de fraîcheur, quelque chose qui accroîtrait notre vitalité, côté âme. Si l'âme est ce qui n'existe que dans les mots, alors la poésie pourrait bien, comme le voulait Mallarmé, renouer la mélodie de notre âme. Et ce peut être pour un instant seulement. Parfois c'est même le dernier instant. Celui où on retrouve ce qui fait peut-être aussi tout l'humain en nous, le sourire. Quand le corps est si peu de choses. De Saint-Prune, j'avais le choix entre plusieurs passages, je vous lis celui-ci. Il s'agit de Maurice Halbwachs, professeur de philosophie à la Sorbonne, grand humaniste. J'avais pris la main de Halbwachs, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. Le professeur Maurice Halbwachs était parvenu à la limite des résistances humaines. Il se vidait lentement de sa substance, arrivé au stade ultime de la dysenterie qui l'emportait dans la puanteur. Un peu plus tard, alors que je lui racontais n'importe quoi, simplement pour qu'il entende le son d'une voix amie, il a soudain ouvert les yeux. La détresse immonde, la honte de son corps en déliquescence y était lisible, mais aussi une flamme de dignité, d'humanité vaincue, mais inentamée. La lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux, librement, souverainement. Alors, dans une panique soudaine, ignorant si je puis invoquer quelque dieu pour accompagner Maurice Halbwachs, conscient de la nécessité d'une prière, pourtant la gorge serrée, je dis à haute voix, essayant de maîtriser celle-ci, de la timbrer comme il faut, quelques vers de Baudelaire. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Ô mort, vieux capitaine, il est temps de vos l'ancre. Le regard de Halbwachs devient moins flou, semble s'étonner. Je continue de réciter. Quand j'en arrive à « Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons », un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice Halbwachs. Il sourit, mourant, son regard sur moi, fraternel. Il est temps de conclure. La poésie n'enjolive rien,
ne repeint pas les murs de la prison, ne sauve pas du désastre. Et certes, dans notre temps de détresse, plus de cosmos doué de sens, plus d'arrière-monde pour un salut, plus de Dieu, ils se sont détournés les célestes depuis Hölderlin pour nous entendre. La poésie doit en rabattre, elle n'est plus le pouvoir de voyage. De voyage, non, de voyance, c'est mieux. Le poète n'est plus... C'est Rimbaud qui écrit cela dans La Saison en Enfer. Moi qui me suis dit mage ou ange, je suis rendu au sol avec la dure réalité à étreindre. Paysan, paysan. Alors à quoi bon des poètes? Pourquoi des poètes? J'oserais avancer quelques affirmations qui essaieront de reprendre ce que j'ai essayé de développer ici. D'abord peut-être pour aider à former des hommes, et peut-être même des citoyens. Des hommes à l'affectivité plus déliée, à l'intelligence plus profonde, creusant davantage dans le secret des choses. Des hommes et des femmes, bref. Une humanité toujours plus inquiète d'elle-même. Pour se défendre aussi, et tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile, exorciser et résister. Pour travailler à construire ce qu'en d'autres temps plus sombres, René Char disait à propos de la peinture de Picasso. Il disait que Picasso était en train de construire 1000 planches de salut. C'est-à-dire autant de remparts contre les barbaries d'aujourd'hui et celles de demain. Pour faire vivre la langue, chaque poète, les menus comme les plus grands, la font fluctuer, varier, bouger, l'enrichissent, travaillent à la vie future de notre langue commune. Les poètes sont des inventeurs de langue, donc de l'humain dans l'homme, car la langue et l'homme, c'est tout un. Et redresser les mots, ce pourrait bien être redresser les hommes. Gagner un peu de langue, gagner un peu sur la glane dont je parlais, ce pourrait être devenir plus humain. Enfin, une dernière fois, pourquoi des poètes? Ma réponse risquée serait la suivante. Elle tiendrait dans un parce-que final. Des poètes, parce que, au paradoxe, ce sont des conservateurs. Mais il faut entendre le vers de René Char. Les poètes sont les conservateurs des infinis visages du vivant. Ils sont les mainteneurs. Ils tiennent l'homme dans leurs mains. Non pas une image figée de l'homme, non je ne sais quelle essence, toute prête, déterminée, mais l'homme comme chance. Cet homme dont Montaigne disait déjà qu'il passe infiniment l'homme, l'homme comme une exigence. J'aime ce verbe maintenir, parce que dans maintenir, il y a la main et il y a tenir. Les poètes sont du côté de la garde, de la sauvegarde. Et que voit-on aujourd'hui? Voit-on autre chose que ce que voyait Henri Michaud en de plus sombres temps? Il écrivait ceci. J'ai vu, ici, on brise les hommes. Ici, on les brise. Là, on les coiffe. Et toujours il serre. Piétiné comme une route, il serre. Eh bien, dans les poèmes, dans cet usage autre de la langue qui redonne à l'existence une santé comme une ardeur, comme une lumière, ce que l'on voit, c'est l'homme comptant pour homme.
Dans les poèmes, c'est là que nous naissons et renaissons incessamment. C'est dans ces rendez-vous des hommes et des femmes libres que vivre prend un sens. Et même si le pays du poème n'est qu'un vœu de l'esprit, c'est un contre-sépulcre. Et je vous laisserai sur ce poème de René Char, avant les questions s'il y en a. Qu'ils vivent. Ce pays n'est qu'un vœu de l'esprit, un contre-sépulcre. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles. Beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Et c'est le moment de poser des questions. Donc on a eu une conférence très intéressante sur la poésie. Je rajouterai juste un mot. Dans tous les pays, les poètes ont quand même une attitude révolutionnaire. On regarde en Amérique du Sud, en Russie et tant d'autres pays. J'ajouterai quelque chose à ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est pour ça qu'on les met en prison. C'est pour ça qu'on les met en prison. Bon, avez-vous des questions? Le vieux Platon les chassait de la cité déjà. Mais c'est étonnant. Des questions? Je suis désolé, Jean, mais tous les poètes n'ont pas été jetés en prison. Certains ont même été couverts d'honneur. Un en particulier, dont je m'étonne, je m'indigne bientôt, que notre conférencier n'y ait pas fait allusion, parce qu'il a apporté une réponse à la question « À quoi sert un poète ?» Et les familiers du Lagarde et Michard, notamment du tome 2, auront reconnu Malherbe. Un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles. Ben, il l'a dit, il a écrit. Bon, alors, c'est vieux, hein, au XVIe siècle, au XVIIe, je crois, ça remonte à loin. Il ne parlerait plus de joueur de quilles maintenant. Peut-être qu'il parlerait de joueur de foot. Et pourquoi pas, hein? Et d'ailleurs, comment dirais-je, il a raison. Un joueur de foot, c'est un peu comme un poète, ça, il peut y avoir des analogies. Ça peut faire rêver. Et effectivement, un beau vers, une belle tournure, ou un geste, un but, un arrêt magnifique, ça aussi, ça peut donner de la joie et faire rêver. Et d'ailleurs, les analogies, puisqu'on en parle de ça, les comparaisons, comment dirais-je, elles sont plus fortes, parce que tout de même, il y a un club professionnel de foot en France, celui de la ville de Caen, qui joue en Ligue 1, qui s'appelle Stade Malherbe. Ah oui, c'est le Stade Malherbe de Caen, qui, bon, c'est plutôt dans la deuxième partie du championnat, mais il est là.
il est là, et moi je trouve ça absolument remarquable, ni les basketteurs ni les rugbyman dans la même chose. Je trouve remarquable, en tout cas, que par le foot, le nom d'un poète, qui n'est pas forcément le plus, comparé à Ronsard et à d'autres, à la même époque, il fait un peu pas le figure, mais quand même, hein, c'est, comment il s'appelait, c'est Bollon, je crois, qui s'était félicité, enfin, Malherbe 20, hein, pour apporter un peu de, hein, je crois que c'est lui, je me souviens plus très bien, c'est la seconde, c'est quand même un peu loin. Mais, tout de même, hein, je crois que même les poètes officiels, même leurs images un peu, comment dirais-je, tordues, ben, ça peut nous interpeller, et il peut y avoir des liens entre la poésie et, comment dirais-je, peut-être que la poésie d'aujourd'hui, on la retrouve aussi dans des jeux qui passionnent les foules. Non. J'aime bien le peut-être, comme je mentionne peut-être. On y parle peu quand même. Pardon ? Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup, hein. Mais on y parle peu dans les stades quand même, oui. Et puis on y voit quelques gestes qui me décrivent pas mal quand même. Je veux dire que... Il y a des poètes aussi qui ont eu des gestes et des paroles qui ont pu tuer aussi. Que je sache, Claudel, c'est un grand poète, c'est aussi un peu un beau salaud. Non, mais c'est un grand poète. Le débat risquerait d'être... Mais... voilà. Là, c'est compliqué quand même. Je suis pas sûr. Une juste cadence, hein, oui. Allez, oui, écoutez, je ne sais pas que vous dire. Je ne suis pas sûr quand même que la poésie de notre temps se rencontre dans les stades quand même, hein, sur les stades comme ça. Je serais quand même... voilà. Dans les bars après, les discussions après. Dans les bars après. On parle que de ça. Hein. De poésie. Le football qui est cette parole qui est de discussion. Oui. Et moi, ce que je vois. Ah oui, bien sûr, oui. Si vous voulez, si vous voulez, puisque oui, je rebondis là-dessus. On revient sur des choses très... Dans les bars, ce qui se passe après, c'est là où on peut, et il faut y être attentif, entendre ce que parler veut dire. Mais il se pourrait que le poète et le travail du poète s'intéressent à ce que veut dire parler. D'accord ? C'est-à-dire cet autre usage de la langue que celle que l'on peut entendre et qu'il faut entendre. Hein, ce que parler veut dire, bon, oui, c'est important. Donc l'après-match de foot, c'est important. Les débriefings de bar sont importants. Mais il est quand même dangereux de s'y enferrer. Et je crois qu'en tout cas, la poésie, le travail sur la langue, le fait d'attaquer comme ça la langue, j'ose le terme, hein, d'attaquer la langue, c'est quelque chose qui nous mène vers ce que voudrait dire parler, vers ce langage proprement humain que j'ai essayé de mettre au premier plan. Je ne suis pas sûr, pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que dans ces discussions de bar, de l'humain y émerge beaucoup. Je ne suis pas sûr. C'est un lien social que... Voilà, Monsieur Frex. Oui. Je suis contente de vous rencontrer pour la première fois. Bon, je connais votre nom, je connais votre visage, mais je ne vous ai jamais rencontré. Voilà. Moi, je suis très émotive, alors j'ai peut-être un petit peu de mal à m'exprimer. Mais bon, tout à l'heure, votre présentateur a dit que vous étiez toujours très au fait de l'actualité de la poésie. J'ai cru, enfin, d'après mes informations, on m'a dit que vous étiez, enfin non pas, on m'a dit, j'étais vu sur Wikipédia, que vous étiez chargé de mission poésie au rectorat à une certaine époque. Bon, enfin voilà. Donc je me présente. Ça a bien duré une quinzaine d'années, mais c'était il y a plus de 10 ans déjà. Oui, bon, mais... Hein, 20, parce qu'il y avait des...
Non, c'était dans un autre temps. Voilà. Oui. Mais j'ai assumé ce genre de... Voilà, mais bon, je me présente, peut-être que vous connaissez mon nom. Je suis Monique Martha et depuis 1983, j'ai créé la revue Vocatif, qui est une revue de poésie en 1983, et cette revue existe toujours. Or, vous n'êtes jamais venu me voir. Pourtant, j'organise des vernissages, je participe au Printemps des poètes. Non, mais en tant que délégué mission poésie du rectorat, je suis étonné de ça. Bah, écoutez, Le poète ne peut pas être partout. Voilà. Oui, non, je sais, mais bon, voilà. Depuis 1983 quand même... Mais il ne faut pas le charger comme un bourricot. Je ne crois pas l'avoir beaucoup chargé. Non, mais pourquoi? Écoutez, je me pose la question, désolé. Pourquoi? C'est comme tu disais tout à l'heure, parce que... Pourtant, je veux dire, la revue a publié des poètes... on a des amis communs, je ne vais pas les citer, mais parmi des poètes, ce n'est pas des poètes couleur bleue. On va pas faire ping-pong, mais Non, mais c'est vous pas n'êtes pas ça. venu me voir non plus. Non, mais je sais bien. Non, mais ça pose un autre problème, ça. Est-ce que les poètes ne restent pas un petit peu chacun dans leur domaine? Est-ce qu'il n'y a pas des... Pardon? Non, pas des écoles, je ne parle pas d'école là, mais plutôt des chapelles. Oui, des sortes de chapelles qui sont... qu'on n'arrive pas à franchir, des barrières qu'on n'arrive pas à franchir. Bon, j'ai peut-être mis les pieds dans le plat, mais... Non, non, mais il faut... J'aurais préféré vous parler personnellement après, mais je sais qu'après vous allez être beaucoup sollicité, donc je me suis permis de parler en public. Mais voilà. écoutez, vous faites pas de problème. Bah, j'avais dit à madame que... Je n'étais pas où je veux me voir. Les chemins sont difficiles. J'ai deux échos personnels à votre conférence et une question. La première, c'est le texte que vous nous avez lu de Rainer Maria Rilke m'a fait penser, je devrais dire, a fait résonner en moi, pour utiliser vos termes, la définition de la poésie par Victor Hugo, qui disait la poésie, c'est un monde enfermé dans un homme. Et c'est tout à fait ce que m'a évoqué le texte de Rilke. La deuxième chose, c'est que quand vous avez parlé de la poésie chez les prosateurs, moi ça me semble évident. Il y a énormément de prosateurs qui ont un talent poétique, et je me souviens avoir lu des pages de Romain Roland qui sont d'une poésie profonde, supérieure à beaucoup de poètes que j'ai lus par ailleurs. La question est la suivante. J'ai lu que Gérard de Nerval avait à son époque combattu sévèrement les gens qui voulaient faire transcrire Rabelais en langage moderne. Son argument était: ces gens-là, ces gens qui veulent transcrire Rabelais en langage moderne, n'ont rien compris à la poésie. Comme j'ai l'outrecuidance de ne pas tout à fait partager cet avis, je voulais savoir ce que vous en pensiez, d'un point de vue de poète et d'un point de vue d'enseignant, de pédagogue, qui me semble être, qui peuvent, à mon avis, être des points de vue différents. Je vous remercie. Vous m'embarrassez forcément. Parce que Gérard de Nerval, quand même. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Je serais plutôt de l'avis de Victor Hugo sur cette affaire. Je crois que Victor Hugo écrivait qu'une langue ne se fixe pas. À partir du moment où une langue ne se fixe pas, vous imaginez bien qu'il faut bien qu'elle soit travaillée par le temps dans lequel elle se pratique, le temps dans lequel elle se pratique, forcément. Donc moi je ne verrai pas d'inconvénient
ne serais pas de l'avis de Gérard de Nerval, en tout cas, sur cette affaire. Mais j'avoue que je ne connais pas ce passage. Je l'ai trouvé sous la plume d'Éluard, dans sa préface, c'est quand même une référence, oui, oui, sur la plume d'Éluard, dans sa préface à la anthologie de la poésie française chez Segers. D'accord. Moi, je pense qu'une langue avance, remue, travaille. Oui, monsieur. Vous avez posé la question pourquoi les poètes? Et Paul Garny dit nous sommes tous poètes puisque l'homme habite le monde en poète. C'est-à-dire que depuis que l'homme parle et donc a nommé le monde par les mots et les choses, on va dire quelle est la lettre, c'est le langage, et quel est l'esprit du langage. L'esprit, c'est le monde, et la façon dont chacun d'entre nous, l'homme, habite ce monde et essaye de le dire. Cependant, la poésie déforme, par exemple, la figure principale, à mon sens, de la poésie, c'est la métaphore. Et la métaphore, comme elle dit, par exemple, un homme est un lion, ce n'est pas un lion, c'est une déformation de la réalité, c'est une déformation. Elle fait des choses fausses, elle ne dit jamais la vérité. Elle déforme la réalité et la vérité. Cependant, on peut dire que cette métaphore fait que dit la façon dont on habite le monde, dont la conscience habite son propre corps qui émane de lui-même. La conscience émane du corps et le langage essaie de dire ce rapport entre la conscience et le corps et la conscience du monde. Voilà, oui. L'homme habite un poète. Vous avez vu lorsque je vous ai donné à entendre le poème d'Yves Bonnefoy. Il parle donc à sa fille de ce regard de l'enfant qui ne sait que l'évidence. Et il nous dit, moi je n'ai plus ce regard-là. Il ne me reste donc que des images. Parler de métaphore, on va reprendre, pour rester dans le poème de Bonnefoy. Il ne me reste que des images, soit presque des énigmes, dit-il. Voilà. Je veux dire que Hölderlin affirme, c'est pas si facile d'habiter le monde en poète. Je ne suis pas sûr que l'on habite le monde en poète, que habiter le monde en poète, c'est probablement en de rares instants. C'est quelque chose de risqué et de difficile. Pas seulement créer, mais même lire, faire sien, habiter des images. J'ai risqué le mot d'âme, c'est un grand débat tout ça tout à l'heure. Hein. Lorsque nous avons invité l'an passé Bernard Noël, j'avais eu un débat avec lui sur cette affaire-là. Pour le dire simplement, puisque monsieur l'a repris, l'esprit résonne, R-A-I. L'âme résonne, R-E-S-O-2-N-E. Cette résonance-là, habiter en poète, c'est être dans ces raisons, R-E, dans ces raisons-là, si j'ose ce mot-là. D'accord ? Le monde des raisons, R-A-I-S-O-N-S, c'est encore autre chose. Et habiter en poète, c'est pourquoi les choses sont difficiles. C'est difficile, comment dirais-je, c'est difficile de... Comment lier les sentiments intimes, comment lier cette manière de vivre le monde, ces expériences du monde, comment le lier à l'horizon collectif, comment le lier au fait que, à l'histoire, à notre moment historique, comment les chemins, quand on écrit, on est à l'embranchement de ces deux chemins-là, et habiter le monde en poète, c'est dans ces moments-là très difficultueux, c'est difficile cette affaire-là. De croiser ces deux chemins-là, c'est quelque chose de difficile. Et on ne peut pas n'abandonner un au bénéfice de l'autre, sinon tout s'écroule. Si on reste dans les sentiments intimes, en oubliant l'horizon collectif, il y a quelque chose qui tombe.
il y a quelque chose qui tourne. D'où l'affaire de la transmission que j'ai évoquée, avec toutes les difficultés. Mais si je peux plus transmettre, je ne sais pas, les grandes figures, si je ne peux plus transmettre le capitaine Ahab, je ne sais pas moi, et le voyage d'Énée, si je ne peux plus le transmettre, s'il n'y a plus d'horizon collectif pour tout ça, il y a quelque chose, et mes petits poèmes à moi, quelque chose qui... Mais on est là dans quelque chose... On est dans la vie, dans la patte de la vie, mais c'est difficile. Si on n'habite pas le monde en poète comme ça, il me semble. Oui, je voudrais aborder une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé, disons, du rôle, on peut dire, marginal dans l'édition de la poésie, sous sa forme classique, quoi. Je me demande si la poésie aujourd'hui ne s'est pas réfugiée dans la chanson, par exemple, ou dans ce qu'on appelle le slam, parce que c'est vrai, il y a eu des textes d'Aragon qui ont été chantés par Jean Ferrat, et ça a eu un grand succès. Et il y a des chanteurs, des chansons, pas toutes, mais il y a certains, par exemple Pigelin, je ne sais pas, d'autres, il y a des chanteurs, des chansons qui sont de la poésie, quoi, mises en musique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la poésie peut-être s'est réfugiée ailleurs que là où on croit la trouver? Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, je ne vais pas mettre en cause ce que vous faites, mais... pas que. Je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas dire ça aussi? Parce que la chanson, elle a du succès. Certaines chansons ont énormément de succès et ont des qualités poétiques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la chanson, de mettre en texte des poésies? Sur la même question. Voilà, moi je crois qu'il y a une évolution de la poésie, parce que j'avais la même interrogation par rapport aux ceux qui font la musique rap et les slameurs. Si on regarde l'évolution qu'il y a eu dans ces chants, dans le contenu des paroles, il y a une évolution positive. Quand on a un chanteur comme Grand Corps Malade ou tant d'autres, c'est enrichissant et ça permet aujourd'hui de donner une dimension positive à la poésie, parce qu'il y a la poésie, ce n'est plus... Il y a encore des chansons agressives qu'on peut condamner, etc. Mais de plus en plus, dans le rap, dans le slam, il y a de la poésie, mais pas seulement des reprises d'Aragon ou autre, mais aussi de la création. C'est cette question que je posais, je pense qu'il y a une évolution. La deuxième, je viendrai après, j'ai une autre question. Vous voulez pas m'inviter pour une autre conférence sur poésie et chanson, parce que là, c'est... ça nous... Les Aèdes chez les Grecs, les troubadours... s'accompagner d'un instrument, effectivement. Mais je vous ai parlé... Attendez, je vous ai... Allez-y. Non, ce n'est certainement pas intéressant ce que je vais dire, mais c'était pour répondre à la dame. Je pense que... Comme ça, je réfléchis un peu. Le fait que Aragon, par exemple, ait été mis en musique si souvent par Ferrat ou d'autres, permet aux gens qui n'ont pas suffisamment connaissance de la poésie, Aragon ou d'autres, de s'y pencher, d'être sensibilisés à la poésie. Je pense que la musique peut être aussi un point de départ à l'envie de se pencher vers la poésie. Et ce n'est pas, à mon avis, une erreur qu'il y ait, heureusement, ce pouvoir du chant actuel, en tout cas tel qu'on peut le trouver chez des chanteurs dignes de ce don-là.
y a des relations difficiles entre poésie et musique, c'est sûr. Hein. Mais là, vous citez Ferrat, on pourrait citer Léo Ferré, bien d'autres. Et pas que Aragon, bien sûr, Apollinaire, Baudelaire. Je crois que Léo Ferré a dû faire un Rimbaud aussi. Bon. Il a fait un bateau libre. Brassens a mis aussi pas mal de poètes en musique. Boulez a fait le marteau sans maître de René Char, pour passer dans un autre registre pour le coup. Il y avait bien des éléments dans tout ça. C'est compliqué cette affaire de Grand Corps Malade, par exemple. C'est compliqué. Très franchement. Très franchement, dans l'histoire de la poésie, on a mis tellement de temps à se défaire d'Alexandre. Les romantiques ont pratiqué le trimètre. Parce que le nanani, nanana, on connaît tout ça. Les deux hémistiches. Se défaire d'Alexandre, c'était quand même, voilà, le trimètre, tout ça, on a cassé. Déjà La Fontaine. Chat et vieux, pardonnez, 6. Cela n'arrive guère. 6 de plus. Se casser le verre comme ça, se débarrasser de la musique, de l'alexandrin, c'est quelque chose. Et voilà que ça fait retour comme ça, et très franchement, assez pauvrement. Assez pauvrement. Comme s'il y avait une manière régressive, mais ça marche, ça va avec tellement de choses, avec tellement de régressions autres. Comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme si les poètes n'avaient pas travaillé à ça depuis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'Odève, ce garçon. Ben voilà, moi je vous dis ça comme ça. Mais, et évidemment, la musique est venue après, pour le coup. Le slam, c'est autre chose. Le slam, moi je ne connais pas bien. J'imagine que s'il est vraiment bien pratiqué, c'est-à-dire tout en improvisation, comme les jazzmen par exemple, hein, tout en improvisation et retrouvant le sens de la dispute du Moyen-Âge, ce genre, peut-être que là il y a quelque chose d'assez extraordinaire, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi quelque chose d'assez extraordinaire? Parce qu'il y a peut-être une manière de mordre la langue, de rentrer dans la langue d'une certaine façon. Je sens des fois ce genre de choses. Mais en même temps, je sens tellement la ritournelle. Ce qu'on appelle rap aujourd'hui, c'est pas un monde que je connais vraiment. J'ai du mal à c'est plus un trouble que j'exprime, une vague inquiétude comme ça. Hein? Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas une question facile. Hein? C'est quelque chose qui mérite qu'on y réfléchisse. Hein? Qu'on y réfléchisse. Voilà. Peut-être que... Je voulais dire, c'est que peut-être la poésie n'est pas morte, elle est encore... Elle survit. Elle survit, voilà, elle est ailleurs, elle se réfugie un petit peu partout. Ah oui, sûrement. Sûrement, et puis il y a de la jeunesse, non? Il y a de la jeunesse? Non, je sais pas. Si, j'aime bien croire. J'aime bien avoir cette idée-là. Et puis si on veut faire un aller-retour dialectique, les jeunes sont très sensibles à ce type de texte et ça permet d'acheminer vers les sociaux. Micro. Alors je sais pas si ça permet d'acheminer. Très franchement, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Quelqu'un Tant comme mieux. MC Solar, pour moi c'est un poète. C'est déjà mieux. On va pas faire un tableau. Non, mais c'est déjà mieux. Mais chez... J'ai une question à vous. Oui. Il y avait une... Oui, allez, oui, moi, je vous je écoute. voulais simplement, c'est une expérience personnelle par rapport à... Je recevais des étudiants étrangers chez moi à la maison, et un jour il y a une jeune femme qui est arrivée, qui était là pour passer 15 jours, 3 semaines, et j'ai senti que cette jeune femme était complètement désemparée. Bon, il y avait quelque chose,
Et on en a parlé, et elle venait de perdre son compagnon, son futur compagnon d'un accident. Donc c'était comme ça. Et il m'est venu vraiment comme ça, immédiatement. Il y a l'affiche rouge qui est venue pour moi en moi. Et je lui ai dit, donc j'ai pensé, donc elle ne connaissait pas non plus l'histoire de l'affiche rouge, on a parlé. Et c'était, disait donc Manoukian, il disait pense à moi souvent, ma Mélinée, ma toute belle, je veux que tu vives et que tu aies un enfant. Et j'ai sorti, c'est ce qui m'est venu vraiment dans cette relation tellement intime entre les êtres. Et je lui ai donné, donc je lui ai écrit aussi ce poème. Elle est partie, elle est restée 15 jours à la maison. Et elle m'a écrit après, 1 an après, en disant qu'elle avait toujours, que ça a été pour elle l'étincelle et qu'elle venait de rencontrer un compagnon, etc. Donc pour moi, voilà ce que peut apporter aussi, ce que peut apporter la poésie. Et ça a été fort quand même. Je vous remercie parce que c'est... J'ai lu Semprún, donc, mais ce que je voulais dire, quand on me demande que peut la poésie, ben ça, ou ça. C'est-à-dire que dans ces moments de Big Bang, du plus grand malheur ou du plus grand bonheur, parfois. C'est Pierre Michon qui dit ça. Mais pour le bonheur, il parle de Beaux endormis de Victor Hugo. Et pour le malheur de François Villon, c'est devant la dépouille de sa mère. Je crois que la poésie... J'aurais pu vous lire l'autre passage de Semprún. C'est un camarade du... Dis-le. Ah oui? Ah oui? Vous voulez que je le lise? Oui. C'est pas... Bon, c'est fou ça. Il faut que je le retrouve parce que je n'avais pas prévu quand même. Voilà, c'est à peu près ça. Ah bah non, je ne veux pas. Oui, mais pour d'autres lectures. Parce que du coup, comme je ne l'ai pas travaillé, ça risque d'être un peu long. Raconte-le-nous. Oui. Morales m'avait ébloui par sa faconde de conteur. Je ne me lassais pas de l'écouter, il faut dire que son histoire était au plus haut point romanesque. Il avait l'habitude de dire qu'un livre était responsable du caractère aventureux de son existence. Un foutu petit livre, disait-il en riant. Un rodito librito. Un livre dont la lecture avait bouleversé sa vie en le projetant tête la première, c'est le cas de le dire, dans le tourbillon des batailles politiques. À 16 ans, en effet, il avait lu le manifeste communiste et sa vie en avait été changée. Il en parlait encore à Buchenwald, avec une émotion existentielle, comme d'autres vous parlent des chants de Maldoror ou d'une saison en enfer. À 19 ans, Morales avait fait la guerre d'Espagne dans une unité de guérilla qui opérait au-delà des lignes de front en territoire ennemi. Bon, voilà. Donc, il raconte la vie de Morales. Morales a survécu à la guerre d'Espagne, au combat du plateau des Glières. C'est son plus terrible souvenir, m'a-t-il dit, le long cheminement dans la neige profonde, sous le feu croisé des mitrailleuses, pour se sortir de l'encerclement des troupes allemandes et des détachements de la gendarmerie et de la milice française. Il a survécu à Auschwitz et à Buchenwald, au risque quotidien d'être surpris par un Meister civil ou un Sturmführer SS, en flagrant délit de sabotage sur la chaîne de la Gustloff, ce qui l'aurait directement mené à la potence. Il a survécu à 1000 autres dangers, pour finir ainsi, stupidement. Morirse así de cagalera no hay derecho. Mourir ainsi de chiasse. Hein? No hay derecho. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. C'est pas permis, quoi. Murmure-t-il à mon oreille. Je me suis agenouillé auprès de sa litière pour qu'il n'ait pas d'effort à faire en s'adressant à moi. Il a raison. Ce n'est pas juste de mourir bêtement de chiasse après tant d'occasions de mourir les armes à la main. Après la libération du camp de surcroît, alors que l'essentiel semblait acquis, la liberté retrouvée. Alors que les occasions de mourir les armes à la main à la guérilla antifranquiste en Espagne s'offraient de nouveau à lui, en gage de liberté précisément. C'était stupide de mourir d'une dysenterie foudroyante, provoquée par une nourriture redevenue soudain trop riche pour son organisme affaibli. Je ne lui dis pas que la mort est stupide, par définition,
aussi stupide que la naissance du moins, aussi stupéfiante également. Ce ne serait pas une consolation. Il n'a aucune raison de plus d'apprécier en ce moment les considérations métaphysiques des abusés. Je lui serre la main en silence. Je pense que j'ai déjà tenu dans mes bras le corps et à l'agonie de Maurice Halbach. C'était la même décomposition, la même puanteur, le même naufrage viscéral, laissant à l'abandon une âme éplorée, mais lucide, jusqu'à la dernière seconde, petite flamme vacillante que le corps ne nourrissait plus de son oxygène vital. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. J'avais murmuré à Halbach en guise de prière des agonisants quelques vers de Baudelaire. Il m'avait entendu, il m'avait compris. Son regard avait brillé d'une terrible fierté. Mais que pouvais-je dire à Diego Morales? Quel mot lui murmurer qui fût une consolation? Pouvais-je le consoler d'ailleurs? Ne vaudrait-il pas mieux parler de compassion? Je n'allais quand même pas lui réciter le manifeste de Marx. Non, je ne voyais qu'un seul texte à lui réciter. Un poème de César Vallejo, l'un des plus beaux de la langue espagnole, l'un des poèmes de son livre sur la guerre civile, España aparta de mí este cáliz. Al fin de la batalla, y muerte el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Ne meurs pas, je t'aime tant. Pero el cadáver, ay, sigue muriendo. Mais le cadavre a continué à mourir. Je n'ai pas le temps de murmurer le début de ce poème déchirant. Un soubresaut convulsif agite Morales, une sorte d'explosion, etc. Quelle vergogne. No mueras, te amo tanto. Ai-je envie de crier comme dans le poème de Vallejo, ne meurs pas, je t'aime tant. Mais le cadavre, hélas, continue à mourir. Devant ces moments de Big Bang, ce qui tient, c'est encore quelques vers. Ce qui vient, ce sont quelques vers. Mais les moments heureux aussi, vous avez raison. Le poème est ce qui tient. C'est ça que j'aimerais dire. En bout de course, au bout du bout. Merci Alain pour ta conférence. Tu as fouillé dans les fins fonds des entrailles et c'était très prenant. Je vais juste te raconter une anecdote que j'ai vécue. Cela s'est produit à plusieurs reprises d'ailleurs. Où la poésie, l'art en général, la poésie, nous a permis de résister, de subsister et de continuer le combat. À plusieurs reprises, il s'est produit que nous avions eu des moments un peu durs en Guadeloupe, où on avait arrêté nos camarades, emprisonnés, bastonnés. Certains avaient des bras cassés, des jambes cassées, tabassés, et d'autres, comme je vous dis, emprisonnés. Eh bien, dans les radios, pas bien sûr FR3 ou Radio Guadeloupe, mais dans les radios indépendantistes, eh bien, toute la journée, il ne passait pas de la poésie. J'avais une émission dans une de ces radios. J'avais juste 1 heure. Il ne voulait pas me donner plus. Eh bien, ce jour-là, il me disait, mais tu peux rester, tu passes la poésie, passe des poèmes. Et tout le monde passait des poèmes dans ces moments-là. Quand les discours politiques n'ont plus de force, on fait appel à la poésie. Ou alors des musiques à texte. Mais surtout la poésie. Des poèmes qui apaisent et redonnent la force de continuer le combat. Merci. Merci Rico. Est-ce que vous diriez, comme Henri Pichette, que la poésie est une salve contre l'habitude? Est une salve contre l'habitude. Oui, oui. Je signe. Oui, oui. Et vous le vivez comment? Et vous le vivez comment dans votre quotidien? L'habitude vous courbe le dos et la poésie permet de... J'ai utilisé le verbe redresser, je crois. Redresser les mots, redresser les zones. Le mot salve a quelque chose de
guerrier, mais d'exécutif. Voilà. Oui. Oui, là, cette approche est belle, belle approche. Contre les habitudes langagières, contre les habitudes, bien sûr, au sens général. Je vais embêter mon ami Alain. Que penses-tu, c'est ma réflexion. Pour moi, la poésie, elle permet de rêver, quelles que soient les situations les plus dures, les plus difficiles, et aussi les plus belles. Parce que grâce à la richesse des mots, à la précision des mots, on arrive à embellir la réalité, qui n'est pas toujours belle, mais avec la poésie, on la rend belle. On peut être devant des difficultés, des problèmes de toutes sortes, comme le poème que tu viens de citer, mais s'en sortir au niveau du rêve, positivement, parce que cette richesse, elle nous apporte vraiment quelque chose de très important. Voilà. Le seul problème par rapport à la poésie, dans mon cas personnel, tu parlais de disponibilité, de ce que parlait le patron de TF1. Lire la poésie, il faut être disponible. Alors, on ne dit pas ça comme un article de presse ou un fait divers, ça demande une réflexion parce qu'il faut revenir sur les mots, les comprendre, et c'est pas toujours facile. Oui. J'ai terminé par un poème de René Char et un aphorisme célèbre de René Char. René Char disait « Le poète ne laisse pas des preuves de son passage, mais des traces. Seules les traces font rêver. » Alors oui, cette affaire des traces et du rêve qui peut... Mais c'est pas un rêve évasion. Voilà. C'est pas un rêve évasion, c'est pas que... C'est pas de l'ordre de ce qui nous divertit. Hein. C'est plutôt un drôle de rêve. Je veux dire, en fait, il y a en fait, les choses sont relativement simples. Soit on passe sa vie à essayer de comprendre, d'avoir prise sur des poèmes, des livres, que sais-je. Soit, dans le courant de sa vie, ses œuvres, les œuvres d'art, au lieu que ce soit vous qui essayez de les comprendre, tout à coup, vous vous sentez compris par elles. Tout à coup, ce n'est pas vous qui cherchez à les interpréter, ce sont elles qui vous interprètent. Il y a un passage chez un grand poète russe qui s'appelle Ossip Mandelstam, que je trouve très beau. C'est à propos de l'émotion poétique, donc de ce qu'on peut ressentir à la lecture d'un texte. La lecture, tout à coup. Mandelstam dit que c'est, alors qu'on s'y attend le moins, comme si on était appelé par son nom. Évidemment pas celui de la carte d'identité, mais ce nom secret qui est le nôtre. Tout à coup, quelqu'un, dans le noir de la langue, là, une voix vous appelle par votre nom. C'est ça que je voulais vous dire. Là, le rêve est bon. Par rapport à ce que vous disiez. Et tout le monde peut faire cette expérience-là. Même si la poésie a une histoire, même si... Mais elle est populaire en ce sens-là, dans le sens où tout simplement
c'est de la langue dont il s'agit, du commun langage, et même si certains mots, etc., mais c'est quand même le commun langage, notre commun langage. Et là, tout à coup, là, dans cette image, dont Bonnefoy disait qu'il fallait, comme le matin quand il pleut, soulever comme ça l'étoffe pour se risquer dans l'inconnu des flaques et des ombres, hein, se risquer. Tout à coup, là, et vous êtes appelé par votre nom. Voilà. Et ça... Voilà. René Char écrit Fureur et mystère, là on est dans le mystère. Il y a quelque chose qui... Voilà. Je ne sais pas. Merci à vous. Bon, on peut remercier Alain là, de Merci. toute la richesse qui nous a amené sur la poésie. On aura l'occasion certainement de le faire revenir. Avant de souhaiter la bonne soirée, pour les personnes qui ne sont pas inscrites, qui ne nous ont pas donné leur adresse mail, vous savez que chaque semaine on envoie pratiquement chaque semaine des informations de notre association, car notre richesse, je l'ai dit à plusieurs conférences, c'est que nous avons 2400 adresses autorisées par les destinataires. Donc on leur donne les informations de notre association. Toutes les conférences sont filmées, sauf quand le conférencier ne le souhaite pas. Et donc pour les personnes qui ne peuvent pas assister à la conférence, peuvent regarder chez eux, sur Internet, nos conférences. Donc il y a des bulletins comme cela. Soit ce bulletin, vous pouvez adhérer à l'association pour 20 € l'année, c'est un soutien financier, ou cocher seulement pour recevoir les informations. Donc je vous remercie. À la prochaine conférence, je ne me rappelle plus la date,